Bien, bonsoir à tous. Bienvenue aux événements de la Maison de la Médecine et de la Culture, association citoyenne d'éducation populaire en santé, avec cette série de webinaires avec l'association Cancérose et le magnifique travail de Cécile Bourg. Je me permets d'enregistrer la séance parce qu'à chaque fois, on les met à disposition. Oui, Et je vais refaire un petit tour de présentation de notre aventure. Aussi pour vous dire que les thèmes qui sont déjà passés, vous pouvez encore y accéder sur le site de Cancer Rose et sur le site de l'Alliance sans frontières pour le partenariat soin avec le patient. Donc, c'est la 7e rencontre aujourd'hui d'une série de webinaires participatifs sur la mammographie de dépistage. On a traité en mars les dernières études menées sur la décision partagée avec la titulaire de la chaire canadienne de recherche de France Légaré, des outils d'aide à la décision le mois précédent. En janvier, on a traité du diagnostic, du surdiagnostic plus exactement. Le 13 décembre, de l'histoire naturelle du cancer du sein. Et ça a été précédé en novembre d'un webinaire sur la fausse alerte. Et en fait, juste vous dire qu'on a décidé de faire ces webinaires pour une information libre et éclairée suite aux campagnes d'Octobre Rose, qui ne donnent pas vraiment lieu à une information libre et éclairée, justement. Et c'est la raison pour laquelle on a développé cette série de webinaires. Donc, nous n'avons aucun lien d'intérêt avec des entreprises privées, quelles qu'elles soient. Notre but, c'est de montrer qu'il existe bien un vrai débat scientifique contradictoire de la mammographie de dépistage, qu'il existe des bénéfices possibles, mais aussi des effets nocifs qui sont démontrés aujourd'hui, que chaque citoyenne peut choisir de façon libre et éclairée à effectuer une mammographie de dépistage entre 50 et 74 ans. Et donc, en général, lors de nos webinaires, on a une présentation du webinaire précédent, donc la série de webinaires, c'est ce que je viens de faire, une projection d'une œuvre artistique. Là, ce soir, ça sera le guide illustré qui, par ses illustrations, a une forme artistique, un échange à partir de cette œuvre et de questionnement de l'artiste qui a produit cette œuvre. Donc aujourd'hui, ça sera Cécile Bourg pour les illustrations. Donc après, on a une présentation d'éléments d'information permettant en fait d'être éclairé, un débat, et en général, on fait une conclusion avec un formulaire, mais que en fait, j'ai pas préparé aujourd'hui parce que on a déjà décidé, contrairement aux sessions précédentes, du webinaire qui aura lieu en juin. Profitant du fait que Cécile va aller au congrès international sur le surdiagnostic, elle va nous faire un peu un retour d'information et puis elle nous fera un retour aussi sur les commentaires qui ont été faits sur notre série de webinaires sur lesquels on va communiquer. Et donc, tout se construit à partir de cet ouvrage, Mamo ou pas Mamo, qui a été écrit par Cécile. Et donc, voilà, quoi. Donc, petite présentation succincte de notre aventure. Et je vais laisser la parole à Cécile qui va nous parler un peu de l'historique de ce guide illustré, mais avant ça, de développement de cet outil d'aide à la décision. d'accord. C'est parti. Bon, alors, donc c'est parti. Je vais vous expliquer comment en est arrivée la genèse de cet outil illustré. Donc au début, il faut repartir de la concertation citoyenne qui avait été initiée en 2015 sous l'égide de Madame la ministre Marisol Touraine à l'époque. Et cette concertation citoyenne, elle était citoyenne et scientifique, c'est-à-dire avec un panel de femmes et un panel de scientifiques, a duré donc 2 ans. Et donc le comité de pilotage avait, en concours avec les citoyennes, avait demandé à ce que le dépistage tel qu'il est produit aujourd'hui, tel qu'il est exercé aujourd'hui sur les femmes, cesse, qu'il y ait une refonte complète. Mais au minimum qu'il y ait, pour mettre à la disposition des femmes, des outils pédagogiques clairs, par exemple des visuels qui soient faciles à comprendre, et surtout d'une information éclairée, balancée et neutre. Donc voilà la phrase qui était donc actée dans le rapport de la concertation citoyenne. Le contenu de l'information destinée aux femmes concernées par un dépistage du cancer du sein doit être équilibré
et complet, notamment sur les facteurs de risque, sur le rapport bénéfice-risque et les incertitudes qui s'y rapportent, sur les suites d'un examen positif, par exemple un faux positif notamment, et les stratégies proposées pour le suivi en fonction des résultats, sans oublier d'évoquer les cancers d'intervalle, c'est-à-dire ces cancers-là qui ne sont pas rattrapés par le dépistage parce qu'ils interviennent entre deux mammographies et qui sont loupés par le dépistage. Alors, les outils d'aide à la décision dans la mammographie de dépistage, pourquoi faut-il des outils d'aide à la décision? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une controverse. Donc, les outils d'aide à la décision, c'est un moyen de faire passer des messages médicaux très complexes de façon facile, ludique et visuelle. Et ça existe dans plusieurs domaines. Par exemple, pour le dépistage du cancer de la prostate, il y a déjà ce genre d'outil qui est à disposition. Ça existe dans d'autres domaines. On peut en trouver dans d'autres domaines de la médecine. Donc là, il y a une réelle controverse et pour 3 autres raisons. Premièrement, nous avons une obligation d'information loyale et appropriée de la personne qui est actée dans la loi. C'est la loi française, c'est le Code de la santé publique, le Code de déontologie, c'est la loi Kouchner de mars 2002. Deuxièmement, il y a une incertitude de la balance bénéfice-risque dans la réalisation ou non de la mammographie de dépistage. Et ma foi, c'est comme pour les médicaments. Quand vous administrez un médicament, vous avez une feuille où sont stipulés les effets adverses, les contre-indications. Pourquoi ne peut pas-on faire la même chose pour un dispositif de santé comme un dépistage qui engage quand même la personne dans quelque chose d'important, dans une décision importante? Et la troisième chose, c'est que finalement, l'avis du médecin importe peu, l'avis des autorités médicales importe encore moins, l'avis des copines ou de la famille n'importe pas non plus. Seul compte le choix éclairé de chaque femme. C'est ça qui importe. Encore faut-il que cette femme soit dûment éclairée. Alors, c'est ce qu'on appelle la littératie en santé. La définition de la littératie, c'est la capacité de l'individu à trouver de l'information sur la santé, à la comprendre et à l'utiliser dans le but d'améliorer sa propre santé, de développer son autonomie de choix dans le domaine de la santé. Donc, les essais qui ont été effectués sur cette thématique, il y en a, montrent un bénéfice pour les personnes qui ont reçu un document qui contient la balance bénéfice-risque pour une décision et un bénéfice d'autant plus accru que c'est discuté avec le médecin traitant. Alors, les outils d'aide à la décision et toute la documentation d'informations qu'on peut apporter aux patients permettent d'améliorer les connaissances du patient, diminuer les idées fausses, mettre au clair les objectifs de la personne, volonté de décider de faire un choix ou pas, préférence à référer au médecin, permettent une meilleure autonomie avec une prise de décision plus souvent personnelle et plus souvent affirmée, et le patient présente une meilleure satisfaction quant à sa prise de décision parce qu'il aura l'impression ou elle aura l'impression que ça émane, cette décision émane d'elle ou de lui et non pas de façon verticale imposée par une autorité médicale. Alors, le problème, c'est que les souhaits exprimés par les citoyennes n'ont pas été entendus, parce que là, c'est quand même en 2016, et en 2022, nous n'avons toujours pas d'outils officiels qui soient sortis pour aider les femmes à faire cette décision. Non, Donc, pardon? Maintenant, on en a un. Oui, mais bon, moi, je parlais d'un outil vraiment sorti par l'Institut national du cancer. C'était lui, malgré toutes les critiques qui ont été adressées à cet institut, c'était quand même lui qui a été malgré tout en charge de faire ce travail-là et qui a été mandaté par Marisol Touraine de faire ce travail. Donc on attend toujours. Du coup, notre collectif, nous avons créé notre propre outil. Et la deuxième étape, donc c'était la suite riche, un événement de la concertation citoyenne, c'était donc la tentative de créer un outil, nous, et puis la publication du livre Mammo ou pas Mammo, qui a suivi la publication d'un livre fort intéressant qui était celui de Bernard Dupéré, qui est un radiologue qui a travaillé beaucoup avec Bernard Junot, un épidémiologiste français, et qui a sorti un livre qui s'appelle La Grande Illusion, mammographie de dépistage, La Grande Illusion. Si ça vous intéresse, vous pouvez le trouver aussi, je crois, sur les sites de la FNAC ou les sites de vente en ligne. C'est un livre un petit peu plus technique, mais follement intéressant, parce qu'il vous explique
l'historique. Ce qui est très intéressant, c'est l'historique de la mammographie de dépistage, comment on est parti d'une hypothèse vraiment salutaire, enfin une hypothèse folle qu'on arriverait à bout de ce cancer, et comment cet espoir a été déçu et douché. Et il explique ça, c'est vraiment c'est très intéressant. Donc ensuite a eu lieu donc la rencontre entre la Maison de la médecine et la culture et notre collectif. Donc on a décidé de créer dans un premier lieu des webinaires de décision partagée. Donc je pense que vous connaissez tous la Maison de la médecine et culture. Donc je rappelle que c'est une association citoyenne qui est composée donc majoritairement de citoyens issus de divers environnements socio-professionnels et qui a été fondée en 2014. Son but, c'est l'éducation populaire spécifiquement orientée vers les questions de société, du domaine de la santé, et le plus possible à travers des œuvres artistiques. Donc notre projet de webinaire est parti là-dessus, de faire des webinaires ludiques autour de la thématique du cancer du sein, mais là aussi introduit par une œuvre d'art en rapport avec le propos et se basant sur les chapitres successifs du livre Mammo ou pas Mammo. Donc nous avons eu la participation de France Légaré, qui est la directrice de la chaire de la décision partagée de l'Université de Laval, et une participation de Martin Wickler, un féministe et romancier connu, qui habite au Canada et qui est auteur du Cœur des femmes, qui a été mis en BD, qui a été illustré. Donc a émergé au fil de ces webinaires l'idée d'un outil d'aide à la décision commun pour le dépistage mammographique. Donc c'est une co-construction d'un outil qui fasse lui aussi appel à un support artistique. Il y a toujours cette idée de faire passer les messages à travers quelque chose d'un peu artistique, et pourquoi pas le dessin d'humour avec des idées, des images tirées du livre Mammo ou pas Mammo. J'avais déjà fait des petites esquisses dans ce livre qu'on peut retrouver dans le livre. Comme disait André Malraux, l'art est le plus court chemin du cœur d'un homme à un autre. Alors, pourquoi maintenant avons-nous décidé de faire un outil simplifié et illustré ? Parce que notre collectif donc, a travaillé sur un outil, la création d'un outil sur des bases épidémiologiques françaises. Donc, c'est Jean Dubowski, médecin de notre collectif, aidé par un statisticien, le docteur Vincent Robert, qui ont vraiment travaillé sur des calculs statistiques compliqués pour faire cet outil. Mais comme je disais, il est compliqué. Il est compliqué et ça prendra beaucoup de temps aux médecins en pratique lors d'une consultation pour décoder à la femme cet outil qui est quand même complexe. Et on s'est dit que ça découragerait finalement le médecin et peut-être aussi la patiente de se pencher là-dessus. Et puis finalement, des petits dessins simples valent toujours mieux qu'un long discours, comme chacun sait. Je vous présente rapidement l'outil initial. Vous le trouvez en suivant donc, le QR code de la dernière page de l'outil simplifié, vous tombez sur cet outil. Donc, on a fait un visuel à points, qui est une façon maintenant assez commune. C'est les boîtes à la décision qui sont présentées comme ça avec des points qui représentent des personnes sur une population de 2000 femmes, et ça permet au lecteur de visualiser un petit peu plus ce que ça représente exactement, le nombre de fausses alertes ou le nombre de décès sur une vraie population. Ça permet de l'imaginer de façon plus facile. Donc, il y a une partie texte où nous présentons l'outil et nous rappelons surtout en première page tout de suite, la décision revient à chaque femme. Ça, pour nous, c'est très important. L'objectif de l'outil, c'est que vous arriviez à la fin à vous faire votre décision. Donc, dans la partie texte, on a mis donc les avantages et les inconvénients du dépistage et une partie, les conséquences du surdiagnostic. Parce que ce n'est pas tout de dire aux femmes, bon, il y a un surdiagnostic. Une fois que les femmes entendent ça, oui, bon, un surdiagnostic, et alors ? Non, le surdiagnostic a des conséquences tout à fait physiques, psychologiques, mentales, économiques, environnementales, professionnelles, transgénérationnelles. Donc, ça a vraiment un impact. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne déroule pas aux femmes, qu'on n'explicite pas. Donc l'outil est résumé après, donc au total, la véritable conclusion, c'est la décision vous incombe à vous. Et nous tiendrons régulièrement ce document à jour d'après les données scientifiques qui vont sortir. Donc là, il est à jour sur les données scientifiques de novembre
2021. Donc, vous avez un QR code qui vous fait aboutir aux sources sur lesquelles nous nous sommes basés et un autre QR code qui permet d'aboutir donc à l'explication chiffrée, à la démarche statistique. Donc, vous trouvez toutes les sources et les calculs là en suivant les QR codes. Donc, c'est complètement transparent. Vous savez d'où sortent nos calculs. Alors, pour résumer donc, cet outil, donc, il y a la partie visuelle à point sur des données françaises. Ça, c'est un peu nouveau parce qu'on a toujours les données souvent canadiennes ou des données internationales. Là, vraiment, on s'est un peu concentré sur les données vraiment françaises. On apporte des données pour le groupe sans dépistage, en général, qui ne sont pas forcément détaillées. On renseigne sur la mortalité avec et sans dépistage, comme tout outil. Nous renseignons sur les surdiagnostics et les fausses alertes, aussi comme tous les outils classiques. On donne un renseignement de quantification des biopsies inutiles. Nous essayons de quantifier les cancers d'intervalle, donc les faux négatifs qui sont en général pas donnés dans les outils classiques. Et nous donnons des informations sur les décès par les surtraitements. Donc nous faisons une évaluation des décès par surtraitement parce qu'il faut comprendre que quand on surtraite les gens, il y a une morbidité qui s'ensuit, mais il y a aussi des gens qui en meurent, des conséquences des surtraitements. La partie texte donc, concède les incertitudes qui existent autour de ce dépistage. Nous insistons en préambule sur la décision, encore une fois, qui revient à vous, qui vous est propre, chaque femme. Nous détaillons les inconvénients et les avantages. Surtout, nous avons essayé de faire tenir dans cet outil toutes les informations qui étaient demandées par la concertation citoyenne. Alors, slide 3, ça se rapporte à un autre PowerPoint. Les infos demandées par la concertation citoyenne, c'était entre autres le nombre de décès qui peut arriver si on ne suit pas. Donc, qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas le dépistage? Et puis, les fameux faux négatifs. Qu'est-ce que c'est? C'est ces cancers qui arrivent dans l'intervalle de 2 mammo, dont personne ne nous parle, mais qui sont les vrais cancers qui tuent et que le dépistage ne récupère pas. Nous parlons bien entendu des conséquences du surdiagnostic, donc le surtraitement qui matérialise le surdiagnostic. Nous faisons une conclusion en essayant de rassurer la patiente qui le lit en disant qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision, qu'il n'y a qu'une décision, c'est-à-dire celle qui est dans la main des femmes. Et nous rappelons aussi dans cet outil que de toute façon, tout symptôme doit amener à consulter. Ça, c'est un réflexe. Vous avez un symptôme, vous consultez. Il y aura une mammographie de diagnostic qui aura toute son utilité. Le comité de relais lecteurs de cet outil, c'était les professionnels de santé et des usagers. Alors, qu'est-ce que l'outil simplifié, illustré et ludique apporte? Eh bien, il est simplifié, donc il est plus simple. Il est beaucoup plus ludique et il attire mieux l'œil. Donc il intègre des petits dessins humoristiques qui permettent de dédramatiser le propos. Il résume les points principaux que la patiente doit mémoriser et que le médecin va pouvoir l'expliquer dans la consultation. Il permet un échange un peu plus compact entre la patiente et le médecin lors de la consultation. Le médecin perdra moins de temps dans des explications complexes que sur l'outil original et pour décoder l'outil initial. L'outil initial, de toute façon, sera accessible par un lien, un QR code à la fin qui vous amène à l'outil complet pour celles et ceux qui souhaitent enrichir les connaissances. Il y aura aussi, vous tomberez sur une page plus détaillée sur la balance bénéfice-risque, sur les désavantages du dépistage qui sont plus détaillés et sur la méthode de calcul des valeurs obtenues. Donc c'est ça, vraiment, il y a une volonté de transparence. Vous verrez pourquoi on est arrivé à ces calculs. Alors c'est un peu technique, hein, c'est des statisticiens, mais vous pouvez aboutir sur cette page et puis par exemple la soumettre à d'autres statisticiens et demander ce qu'ils en pensent. Hein. Bon, après c'est plus joli, plus agréable à lire, donc il faut toujours penser quand même à ça. Il y a le fond puis il y a la forme. Voilà, donc le dernier dessin pour vous rappeler que les statistiques c'est bien, mais qu'on va vous dire bon, le surdiagnostic ceci, les fausses alertes cela. Encore une fois, ce que vous devez toujours avoir en tête et bien faire comprendre à la patiente, quelle que soit la décision que vous prenez de faire ou de ne pas faire le dépistage, c'est 100% pour vous. S'il y a un succès, c'est 100% pour vous. S'il y a un surdiagnostic, c'est 100% pour vous. S'il y a un surtraitement, aussi. Donc, il faut bien que la femme elle comprenne que c'est sa décision, mais que la décision dans laquelle elle s'engage, c'est 100% pour elle. Et c'est que elle que ça engage. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une information loyale, neutre et
complète pour faire un choix réellement éclairé. Voilà, c'est terminé. J'arrête de partager. Voilà. Et ben voilà. Est-ce que vous voulez qu'on partage l'outil ou est-ce que quelqu'un veut poser des questions ou faire des commentaires? Ne soyez pas timide. Ça laisse tout le monde quoi? Je vais dire, Cécile, dans les avantages, c'est que on Oui, peut adresser ça par mail à la patiente si elle veut en parler tout à fait. avec ses amis ou avec un autre médecin. Enfin, je trouve que c'est quand même pratique. Oui, c'est partageable, c'est gratuit, hein, on peut le dire aussi, hein, que c'est vraiment diffusable, partageable par tout un chacun et accessible comme on veut. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, moi, je ne sais pas trop à quel moment intervenir, parce que je ne sais pas comment vous avez prévu de la suite. En fait, ce qui serait bien, c'est de savoir si parmi les personnes qui ont déjà vu l'outil, s'il y a des personnes qui l'ont soit testé ou soit regardé, ou si on aimerait bien essayer de récupérer des premières impressions sur cet outil à ce stade. Voilà. Est-ce que quelqu'un... Bon, moi, je peux faire un mea culpa, parce que la dernière fois, je crois que c'est moi qui ai proposé que... ouais. Voilà. C'est moi qui ai eu cette super idée de le tester et qu'on en parle aujourd'hui. Hein, voilà. Mais non, j'ai pas fait, notamment parce que j'ai pas pris le temps. Voilà. J'ai pas trop de vraies raisons. Et j'avoue que je l'ai regardé. J'aurais aimé prendre le temps aujourd'hui de regarder vraiment diapo par diapo et de répondre au questionnaire que vous aviez proposé en ligne pour vraiment faire des remarques diapo par diapo, parce que je pense que il y a des choses à dire. Enfin, c'est super intéressant et bon, moi, depuis le début, je trouve qu'on est sur une voie très intéressante et qui sera exploitable. Alors, je suis un peu influencée par des retours de mes collègues, mais du coup, je laisserai Johanna peut-être dire ce qu'elle avait à dire, parce que voilà, je leur ai, en fait, quand tu nous as envoyé l'OAD fini, enfin, dans cette version qu'on a maintenant, je l'ai directement transmis à mes collègues parce que je savais que ça les intéresserait et que leur regard neuf serait pertinent. Et j'ai même pris le temps, moi, de réfléchir vraiment à ce que j'en pensais avant qu'elles le fassent. Donc, je vais pas dire, je vais pas parler à leur place. Là, en t'écoutant parler, il y a un truc qui me vient en tête, parce que je trouve que ce qui est quand même très difficile, c'est de ne serait-ce qu'introduire cette question, tellement la dominante est là, et que les femmes ne nous questionnent jamais sur doivent-elles faire ou pas la mammographie, ou alors c'est hyper exceptionnel. Et ne serait-ce qu'introduire ça, moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal, et j'ai presque un sentiment, enfin c'est peut-être un peu fort, mais de leur faire un peu violence, quoi, en leur disant. Alors j'essaye quand même dans la façon dont je le dis, genre, est-ce que vous souhaitez faire la mammographie ou est-ce que vous la faites? Déjà, je me dis que rien que dans le fait de poser la question, peut-être qu'elles peuvent percevoir qu'elles ont le droit de ne pas la faire. Mais du coup, là, en t'écoutant parler, je me suis dit, moi, mon grand truc, c'est le dépistage des violences faites aux femmes en consultation. Et du coup, un des grands trucs qu'on sait qui est efficace, c'est de mettre de l'affichage en salle d'attente, qui permet aux personnes qui viennent en consultation de savoir qu'on est ouvert à cette question, sensibilisé, et qu'elles pourront en parler. Et en fait, je me dis peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse à une affiche, peut-être que ça existe déjà et que tu l'as certainement déjà faite dans Cancer Rose, mais voilà, une affiche qui dirait, oui, vous avez le droit de choisir, quoi, et parlons-en, enfin. Il y a une affiche qui est téléchargeable sur la page d'accueil qui s'appelle l'affiche, hein, qu'on peut télécharger. Après, ce qu'on peut imaginer, enfin, je ne sais pas si on peut l'imaginer, je pense à un coup, c'est de laisser à disposition sur la table en salle d'attente une petite pile de cet outil, par exemple. Mais bon, ça a un coût, hein, il faut l'imprimer, etc. Hein. Oui, et puis j'ai peur, c'est vrai que je pense que c'est un peu, même si c'est simplifié énormément, mais ça reste quand même. On sait que les gens ils lisent pas énormément en fait. Hein. Quand on donne des choses du texte, ils vont pas les lire, et dès que ça a l'air un peu long, ça fait un peu peur. Ouais. Et après, je me demandais, est-ce que là, si on est un peu dans la ligne d'imaginer un événement pour octobre, je sais pas comment on pourrait l'appeler, octobre violet ou octobre fuchsia. Non, je sais pas, je me suis imaginé qu'on pourrait essayer de faire des affiches à des patientes qui auraient assisté. Du coup, ça serait intéressant là, d'avoir les retours des citoyennes qui sont là aujourd'hui sur, du coup, elles, qu'est-ce qu'elles ont pris comme décision. Je sais que nous, on a une campagne photographique par rapport à Mars Bleu.
avec des photos de personnes sur lesquelles il y a écrit « moi je me dépiste », et on pourrait faire des photos avec des femmes qui disent « moi je me dépiste » et d'autres « moi je me dépiste pas ». Ouais. Et puis, pourquoi elles décident de se dépister ou pas, et que en fait, voilà, toutes les décisions sont bonnes. Voilà, ou même des petits spots. Bon, nous, on n'a pas de télé dans la salle d'attente, mais si un jour on se décide, je pense pas qu'on en mettra jamais, mais si on en met une, c'est pour mettre des choses intelligentes dessus. Et je me disais, ça pourrait être des petites interviews, des petites vignettes interviews aussi de femmes qui expliquent pourquoi elles font pas. Enfin, voilà, je m'arrête. J'ai déjà beaucoup parlé. C'est voilà, à chaud. Moi, je trouve une de tes propositions, moi, je la trouve assez, enfin, entre guillemets, fantastique. Je dirais, oui, vous avez le droit de choisir de faire ou pas la mammographie de dépistage. Parlez-en à votre médecin. Juste ça en très gros, ben, c'est énorme. Parce qu'en fait, c'est ça pour tout. Mais en tout cas, nous, on l'aborde sous l'angle de la mammographie. Et voilà, juste ça. Parce que nous, ce qu'on essaye de faire passer comme message pendant toute l'année dans le DU, c'est que chacun s'autorise, que les patients s'autorisent et que les médecins s'autorisent. Mais moi, je trouve que de s'autoriser à mettre ça sur un mur, ben, c'est déjà, moi, je trouve ça énorme. C'est aussi ce qu'on fait dans les rencontres ciné, débat ou théâtre débat ou performance débat avec la Maison de la Messe et de la Culture. Hein. L'idée, c'est justement de permettre à chacun de se questionner et pour approfondir, en fait, d'échanger avec les autres sur des sujets de santé, quoi, qui nous concernent au premier chef. Nous, notre famille, nos proches. Il y a deux réflexions qui me sont venues là, pendant la présentation. La première, c'est que on va à contre-courant, vous allez à contre-courant, puisque moi je découvre un petit peu ça, j'ai découvert tout ça dans votre livre il y a quelques mois. On est vraiment dans une société actuellement, j'aime pas ce mot, surtout quand je parle des patients, mais on est dans une société qui aime bien être assistée. Oui. Et qui aime bien que tout soit mâché. On le voit bien, hein, Pascal, tu as fait beaucoup d'urgences, c'est là-bas qu'on s'est connus à l'époque, il y a déjà fort longtemps. Les patients, à l'époque, la grande mode, c'était on s'est cogné la tête, on arrive aux urgences, on demande une radio du crâne. Parce que si je fais la radio du crâne, je n'aurai pas de problème. Je serai guérie. Et la société, ça c'était il y a 15-20 ans, la société a poursuivi vraiment dans cette voie qui est très délétère. Moi, j'adhère à 100% avec, déjà avec le simple bon sens. Le simple bon sens, c'est qu'on ne fait pas de bilan systématique, on commence par examiner un patient. C'est exactement ce que vous dites. Si vous avez des symptômes, allez-y. Malheureusement, alors là, Marielle ou d'autres, ou de toute façon, il y a quasiment que des femmes, hein, excusez-moi le chien. Vous pourrez confirmer ou non, mais qui va s'examiner les seins tous les 2 jours? Pas grand monde. Et je suis très heureuse de voir que vous avez des jeunes généralistes et des internes qui sont là, parce que c'est à eux et à elles que ça va revenir, déjà de recommencer à examiner les patients et leur dire qu'il faut s'examiner et qu'il faut s'écouter et qu'il faut reprendre un peu de bon sens. Mais finalement, le plus compliqué, ça va être de faire passer ce message-là. Et effectivement, alors un affichage en gros disant oui, vous avez le droit d'accepter ou de refuser, c'est très bien. Mais déjà, un affichage, comment faire passer déjà le premier message qui est de dire reprenez-vous en main, examinez-vous, et puis pour nos confrères et consoeurs, reprenez un petit peu du bon sens et reprenez la base, c'est-à-dire l'examen clinique. Voilà, c'était juste une réflexion comme ça à chaud, juste derrière la présentation, ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est tout à fait pertinent. Hein. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui vient d'être dit, je suis désolé. Mais en fait, le fait de dire société d'assister, en fait, c'est le regard du médecin qui fait le patient. Et par exemple, moi, je rencontre personne d'assisté. J'ai 0 patient qui vient me voir qui est assisté. Parce que j'ai 0 patient assisté. C'est-à-dire que le patient, si je le prends comme une personne et que pour moi, quelqu'un qui se cogne la tête et qui va aux urgences, je trouve ça normal. Je ne trouve pas que c'est un assisté. Et moi, en tant que médecin, cette personne, je vais voir si c'est grave ou pas. Et puis, si ce n'est pas grave, je vais lui dire de partir. Mais je trouve que c'est normal
parce que 80% des consultations, ce n'est pas des maladies, c'est des personnes qui ont peur. Et nous, notre premier travail, ce n'est pas de traiter les maladies, c'est de rassurer les patients, c'est de traiter la peur des patients. Ça fait vraiment partie intégrante de notre travail. Et enfin voilà, donc moi je ne suis pas d'accord. On est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord, mais on ne fait pas comprendre. Mais je ne suis pas d'accord d'utiliser assisté pour un patient. Elle n'a pas dit, je pense qu'elle ne voulait pas dire dans le sens assisté, qu'on prenne les gens par la main, on les assiste. Ce n'est pas ça qu'elle a voulu dire. Non, au contraire, à l'inverse, on va dans le même sens. À l'inverse, on va complètement dans le même sens. Ce qu'elle voulait exprimer, je pense, c'est que les gens, effectivement, mais ça c'est vrai en fait, c'est qu'ils essayent de se rassurer par l'hypertechnologie. C'est-à-dire qu'ils demandent, ils sont demandeurs, quand ils arrivent aux urgences, ils demandent un scanner. Ils demandent une radio. Ici, en cabinet aussi, ils veulent la radio. Ils n'arrivent pas à comprendre que si déjà on examine, on palpe, on voit s'il y a quelque chose de lésé ou pas, que des fois, ça peut suffire. Et c'est là où il y a une hyperconsommation médicale que Sandrine… C'est le travail du médecin. Je veux dire, on est d'accord. Mais il n'y a pas de… C'est ce que je dis. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit. C'est ce que je dis, c'est absolument ce que je dis. Et c'est ce message-là qu'il faut faire passer. Ce dont vous parlez, l'exemple qu'a pris Sandrine, c'est exactement pourquoi, en fait, moi, j'ai été sollicité à la faculté de médecine de l'Université de Montréal il y a une douzaine d'années. C'est les médecins qui me disent « Ah, mais vous comprenez, avant, les gens, ils arrivaient avec des mots. Parfois, ils avaient des symptômes. Maintenant, ils viennent avec des diagnostics. Et quand je viens, que je veux faire, en fait, ma radiographie, mon IRM, mon ceci, c'est que je viens déjà avec mon diagnostic, quoi, en partie. » Non, c'est ça, oui. Je suis assez d'accord. On dit exactement la même chose, hein, Jean-Michel, excusez-moi. Je ne crois pas. C'est l'emploi du mot que j'ai fait. Surtout, je ne crois pas qu'on dise la même chose, dans le sens où si on demande à quelqu'un de se prendre en charge ou de faire attention, non. La personne, on doit juste lui donner des informations pour qu'elle puisse le faire. Mais en tout cas, on ne doit sûrement pas recommander à quelqu'un de se prendre en charge. Nous, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour donner de l'information. Voilà. C'est ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est le travail du médecin en premier lieu de revenir au bon sens à un examen clinique et à une information. Non, c'est ça, oui. C'est ce que j'ai dit. À ce guide d'aide à la décision. Désolé. J'ai bien compris. Oui, moi aussi, j'ai compris. Est-ce qu'il y avait d'autres retours sur l'outil? Peut-être les étudiantes. Est-ce que vous auriez, Cyrielle et Stéphanie, et Manon, enfin, celle qui représente Manon, est-ce que vous avez le temps de… Oui, alors moi je veux bien parler. Je vais me remettre du coup sur ce que j'avais écrit à Gaëlle après avoir lu le petit guide. Pareil, je l'ai feuilleté, je l'ai lu, mais je ne l'ai pas encore utilisé en consultation. J'avais déjà fait une petite synthèse de recherche quand j'étais en stage avec Gaëlle, justement sur le dépistage. J'avais déjà cherché s'il y avait des outils d'aide à la décision qui existaient ou pas dans la mammo. Je me souviens d'une petite vidéo aussi avec un espèce de jeu de loto qui avait été fait, mais que je n'avais pas utilisé en consultation non plus. La première remarque qui me venait sur le guide, c'était il est simple et lisible, ça me paraît utilisable en consultation, mais pas si la question de la mammographie, elle arrive en fin de consultation. Au fait, docteur, j'ai reçu ma lettre de dépistage, est-ce que je peux avoir l'ordonnance ou est-ce que vous pouvez m'expliquer? Donc, je pense que ça nécessite vraiment une consultation dédiée, donc il faut qu'on fasse revenir les gens pour ça ou bien qu'on l'intègre dans d'autres actions de prévention, mais pas sur un motif un peu pas de porte comme ça. Sinon, ça me paraît trop long. Enfin, en tout cas, je pense qu'on va pas prendre le temps, on va répondre mal, vite, un petit peu parce qu'on est pressé, qu'on a les consultations derrière qui arrivent, etc. Ouais, sûr. Et donc, donc voilà, il est plutôt lisible. Je trouve qu'il y a des informations qui sont, je leur feuillete en même temps, qui sont assez compréhensibles. Là, j'avais un petit problème avec la diapo numéro 3. Où il y a juste les catégories avantages et inconvénients.
avec avantages, ils sont certains, inconvénients, ils sont multiples, de manière très tranchée, sans explication, enfin en tout cas avec les explications qui arrivent qu'après. J'ai ressenti à ce moment-là, j'ai eu peur en tout cas que les patients ressentent à ce moment-là une espèce de trahison nouvelle du système de santé avec on m'a menti et que voilà, et qu'après derrière le travail il soit plus compliqué à faire vraiment à cause de voilà cet avis tranché et les explications qui arrivent que derrière. J'aurais aimé que ce soit un peu plus nuancé sur les avantages et les inconvénients, ou peut-être qu'il y ait une explication avant ça. Je parle ouais, de cette diapo-là exactement. C'est ça hein, que vous voulez dire. Donc là, vous trouvez c'est un peu trop, ça peut heurter parce que c'est trop abrupt. En fait c'est un peu tout le souci des campagnes, mais que ce soit pour voilà, la vaccination HPV ou en tout cas d'autres choses qui sont pour lesquelles il y a des grandes campagnes qui sont faites et après on commence à se rendre compte que finalement il n'y a pas de bénéfice certain par rapport à ça. Je me dis que ça, avec les scandales sanitaires qu'il y a eu dans le passé, j'ai peur que ça mette en doute et que ça mette pas en confiance les patients vis-à-vis de ça. Voilà, c'est plutôt dans ce sens. Il faut nuancer ça, ouais. Ouais, d'accord. Là-dessus, après, sur l'outil en lui-même, voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus, mais je me disais vraiment ça. En gros, on nous rabâche qu'il faut faire la mammographie partout, et puis en fait, on nous a encore menti. Il n'y a pas d'intérêt à la faire. Voilà, c'était plutôt, ça me faisait réagir comme ça. Et les autres choses aussi, c'est pas lié au guide directement, mais en faisant quelques petites recherches justement pour trouver des outils d'aide à la décision sur le dépistage par mammo. J'avais lu, alors je sais plus d'où j'avais trouvé ça, mais que très souvent c'était l'histoire personnelle ou familiale ou amicale qui faisait prendre la décision aux femmes de faire ou pas la mammo. Et donc la question se posait, est-ce qu'un outil d'aide à la décision c'est utile, pas utile? Parce que finalement, dans certains cas, ben, c'est la tante qui a eu un cancer du sein qui est décédée très jeune ou la connaissance ou autre qui va faire que les patients ils vont choisir de la faire voilà, sans connaître les inconvénients qu'il y a au surdiagnostic ou au surdépistage, mais ça va être vraiment la peur de passer à côté de ça. Et je pense que cette peur de passer à côté, elle existe aussi chez nous, les médecins. Si un jour on n'a pas proposé la mammo ou on a décidé avec la patiente qu'on n'allait pas faire la mammo et qu'en fait à un moment donné elle a un cancer du sein, voilà, il y a ce truc, cette peur de passer à côté qui existe, enfin qui pour moi est très présente, peut-être parce que c'est le début de mon exercice, pour plein d'autres choses, mais voilà, qui peut être là aussi dans ce cas de diagnostic grave de cancer. Oui, ça se comprend. Je voudrais juste dire par rapport à ça qu'en fait, il ne faudrait pas tomber d'un excès à l'autre. C'est-à-dire que la conférence de santé questionnait, c'était le dépistage systématique. Il ne faudrait pas qu'on ait une information libre, éclairée, systématique non plus, pour une bonne raison, c'est que dans le droit de la santé, le patient a le droit de savoir ou de ne pas savoir, mais c'est à lui de décider de ne pas savoir. Ce n'est pas aux professionnels. Donc, et là, l'exemple que vous donniez, c'est cet exemple-là. Si la personne vient me questionne à la fin de la consultation, je n'ai pas le temps de donner une information libre et éclairée. La question, elle est, enfin pour moi, c'est hyper important, ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que aussi bien tout le monde a le droit de savoir, mais tout le monde n'est pas obligé de savoir parce que dans le droit français, on a le droit de savoir ou pas savoir selon le choix, mais le choix du patient et pas le choix de ceux qui l'entourent. Ouais. D'accord. Ben, merci pour ce retour. C'est intéressant. Là. Je pense qu'on va moduler la diapo 3. Hein. On va changer un peu. J'avais pas conscience de ça. Hein. Vous voyez, quand on a le nez dessus. Ouais. C'est comme en peinture, quand vous avez le nez sur un tableau. Vous ne voyez pas les défauts. Hein. C'est important d'avoir ce genre de... Après, on l'a déjà eu, cette réflexion sur cette diapo 3. Bon, en fait, la diapo 3
annonce seulement les diapos suivantes. C'est-à-dire, c'est juste une introduction pour le plan des diapos suivantes. Hein. C'est rien de plus que ça. Et en fait, on a été justement très nuancé parce qu'on a dit c'est incertain, alors que même il y a des études qui ont montré qu'il n'y avait aucun avantage. Donc, on est déjà très nuancé, je trouve. On est gentil. Hein. Et puis, les côtés positifs, c'est la diapositive suivante. Il y a avantage, on en a mis 3. Et donc, en tout cas, justement, c'est pour expliquer qu'on ne doit pas présenter que les avantages ou les inconvénients, mais que c'est une balance bénéfice-risque. Donc, moi, je trouve que ça suit l'information normale de tout acte médical. Peut-être pour pas, pour pas redévelopper ce slide, parce que le principe d'un slide aussi, c'est qu'il n'y ait pas trop d'informations dessus. Simplement dire en dessous, entre parenthèses, les slides suivants. Au niveau des avantages, on renvoie au slide où ce sera détaillé, et pareil pour les inconvénients. Ah oui. Annoncer que ça fasse moins de temps, mais aller réécrire du texte alors qu'il est écrit sur le slide suivant. Ah oui, d'accord. Mais en fait, moi, développer quelque chose qu'il est, simplement peut-être dire que c'est pas que voilà, ça s'arrête pas là. Il y a plus d'informations dans le document, dans les pages qui suivent du document. Moi, j'ai l'impression que la solution, elle n'est pas très compliquée. Je ne sais pas si... Oui, j'ai mon micro. En fait, toi, Cécile, et on a tous un peu le nez collé à la copie. Et voilà. Mais en fait, le simple fait d'annoncer qu'il n'y a pas que des avantages, mais qu'il y a aussi des inconvénients, sans forcément dire que les avantages sont incertains et les inconvénients sont nombreux, qui peut effectivement peut-être rendre plus difficile pour le médecin, en fait, ou peut-être une patiente qui va se braquer. Je pense que ça suffit, c'est déjà suffisamment disruptif de dire qu'il existe des inconvénients à la mammographie, parce qu'en fait, personne n'en parle jamais, et de retirer ce qui est écrit en dessous, et en plus, ça allège la diapo, et voilà, et de dire il existe des avantages et des inconvénients que nous allons vous présenter. À mon avis, ce message-là se suffit à lui-même. Enfin... Ouais, très, très bonne idée. D'accord. Oui, on peut mettre des avantages, il y a des inconvénients. Bon, oui, je vais, je vais la modifier. Très bien. Et puis ça fait gagner du temps aussi. Ouais, voilà, on va ôter, voilà, ôter les sous-titres, quoi. Ça, c'est une bonne idée. D'accord. Bon, on fera une motivation. Bon, ça, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué. Ouais. Restons simples. Ouais, non, mais ça me va bien. Hein. Je crois. Et Cyrielle aussi avait vu l'OAD au préalable. Elle n'a pas vu. Alors non, vous m'entendez? Oui. Ouais. Je vous avoue que j'ai reçu le lien hier et que je n'ai pas eu le temps de regarder. Là, je le regarde en même temps que vous en parlez, mais c'était un peu juste pour pouvoir le regarder plus longtemps. Mais je le suis là en même temps que vous en parlez et j'avais rien de particulier. Oui, je l'ai. Je suis retournée dans le lien du coup. Ouais. D'accord. Ok, bon. Et sinon, nous, on avait prévu une consultation comme ça pour faire un jeu de rôle avec Marielle, mais peut-être ce qu'on peut faire aussi, c'est peut faire tout simplement de défiler diapo par diapo tous ensemble et de voir s'il y a des réflexions qui sortent peut-être. On pourrait peut-être faire ça. Oui, vous préférez tous ou... Oui. Oui. Excusez-moi, j'ai juste pas reçu l'OAD. J'ai juste l'invitation à la réunion. Alors, c'est qui a parlé? C'est Stéphanie. Stéphanie. Et vous m'aviez envoyé un... Je vous ai envoyé un mail hier. Alors, Stéphanie. Qui s'appelle Stéphanie? Comment? L'adresse courriel. Ah, dans l'adresse courriel. Stéphanie, tu dois avoir le lien dans le premier mail que la secrétaire Laura Brulet nous a envoyé. Moi, c'est là-dedans que je l'ai retrouvé. Sinon, Stéphanie, vous pouvez aller sur la page d'accueil du site Cancer Rose. Au milieu, il y a webinaire. Vous cliquez sur webinaire. Vous tombez sur une page webinaire participative. Vous cliquez sur 7e rencontre. Vous avez le lien dans la zone texte si jamais vous n'êtes pas sur un téléphone portable. Vous avez le lien sur la zone texte, je l'ai mis. Ok, c'est bon, merci. Le premier lien, voilà. Oui, d'accord. Alors pareil pour moi, là, c'est Sandrine, parce que je ne l'avais pas non plus. Donc, je vais... Ok, c'est bon, super. Vous l'avez, Sandrine? Oui, dans la zone texte, le premier lien, d'accord, très bien. Tout le monde là, génial. Bon,
Alors, Jean-Michel, tu veux qu'on discute Si tu veux annoncer chaque diapo, puis après voir s'il y a des réactions. Oui, bon, alors la première diapo, c'est la diapo de présentation de quoi il s'agit. Donc, mammographie de dépistage organisée en France pour les femmes en bonne santé. Hein, donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas de symptômes. Âgées de 70 à 74 ans, sans facteur de risque. Les avantages, les inconvénients, choix libre et éclairé. Est-ce que, par exemple, ça voudrait dire qu'on a la patiente en face et puis soit on va lui montrer ça sur un ordinateur, soit on va travailler avec un petit livret. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, ça, c'est la première page de cette OAD illustrée. Voilà. Éventuellement, j'étais en train de me dire, est-ce que le médecin généraliste, par exemple, il peut le poser sur son bureau en évidence? Et puis la patiente, elle, quand il rédige les ordonnances pour ce pourquoi la patiente vient, est-ce que éventuellement à ce moment-là ça attire le regard, elle en parle ou elle n'en parle pas? Est-ce que ça peut être quelque chose qu'on peut laisser traîner sur le bureau du médecin et puis on voit si ça engage la discussion ou pas? Moi, il me semble que c'est vraiment une consultation dédiée, enfin un grand moment de consultation dédié. Enfin, je pense que ça prend au moins 10 minutes pour mais je ne sais pas, il faudrait demander à Gaël peut-être. Il faudrait y réfléchir. Hein. Voilà. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire ça autrement que ça. D'accord. Donc, alors la deuxième diapo, donc, imagine une patiente qui demande, ne faudrait-il pas envisager ma mammographie de dépistage? Et donc, l'éclairage qui va être proposé par la docteure, qui est symbolisé par toutes les petites lampes. Voilà. Je continue. Donc, voilà, donc c'est la fameuse slide 3. Donc, il faudrait marquer avantages et inconvénients du dépistage. Puis enlever tout ce qui est en dessous, alors carrément. Hein? C'est un peu violent. Hein. Comment? C'est vrai que c'est un petit peu violent, là, comme ça. J'imagine en consultation, la patiente en face, ça peut être mal vécu, mal perçu. Oui. Oui, je n'avais pas conscience. Alors voilà, bon, on enlève ça. Hein, ça présente Est-ce qu'on ne peut pas imaginer de fusionner la 2 et la 3 en fait? Parce que finalement, la 2, c'est un peu. On va vous expliquer. Est-ce que tu peux revenir sur la 2, s'il te plaît? Alors la 2. Tu vois, peut-être à la place d'un éclairage s'impose, tu vas mettre la mammographie de dépistage, deux points, des avantages et des inconvénients. Enfin, je sais pas. Je sais Ou pas alors comment en dessous, là, peut-être en dessous. Oui, c'est bien. Super. Ouais. Oui. Alors, j'enlèverais un éclérage s'impose. Moi, j'aime pas trop cette phrase, un éclairage s'impose, ça me parle pas trop. Mais par contre, du coup, annoncer. Alors, j'enlève la diapo 3 et dans la diapo. En fait, la diapo 2, elle répond pour moi à docteur, ne faudrait-il pas envisager ma dépistage? Donc, si la patiente le demande, effectivement, un éclairage s'impose. Mais je peux laisser un éclairage s'impose et en dessous, marquer le titre de celle-là, avantages et inconvénients du dépistage, et puis c'est déroulé dans les. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou le dépistage, avantage, inconvénient. Quoi. Voilà. Je note en même temps. Dépistage, avantage, inconvénient. Bon, déjà, elle est facilitante, cette patiente, parce qu'elle pose la question. Mais bon. Ouais. Et après, il faut que j'aille sur le sujet, quoi. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Oui, on enlèverait la 3 et on l'intègre dans la. Oui, c'est une bonne idée, ça, hein, de fusionner, ça fait une diapo en moins. Parce qu'il y en a 13 et puis ça porte malheur comme ça. Voilà. Voilà. Bon, donc. C'est pas très scientifique ce que tu viens de dire, Cécile. Non, pas du tout. Je le retire tout de suite. Bon, donc on arrive aux avantages. On est gentil, hein, effectivement. On a mis les avantages. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Alors, la mammographie peuvent effectivement détecter plutôt certains cancers, pas tous. Dans ces cas favorables, les mammographies permettent parfois un traitement moins lourd avec de meilleures chances de guérison. De nos jours, toutefois, les progrès sont surtout attribués à de meilleurs traitements. Bon, c'est vrai qu'il y a plusieurs études qui ont été faites, des études d'impact, et qui montrent que c'est quand même surtout les améliorations thérapeutiques qui ont favorisé la diminution de la mortalité qui intervient déjà dans les années 90, avant l'instauration des campagnes. Voilà, donc on a mis le dessin de la loterie. Pour montrer. Cécile, je dirais que la première phrase, moi je trouve que ça fait plus partie des inconvénients que des avantages. Je ne sais pas s'il faut vraiment garder les mammographies, détectent plutôt certains cancers, mais pas tous. Je ne sais pas si c'est intéressant de dépister des cancers plus tôt. Et donc,
je suis pas sûr que ça fasse partie des avantages, cette première phrase. Ouais, mais là, il devient exemple. Hein. Si j'enlève cette première phrase, je peux pas commencer la partie avantage par dans des cas favorables, les mammographies mettent un traitement. Oui, c'est ce qu'on avait dit en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on l'avait mise, mais je sais pas, qu'est-ce que vous en C'est pensez? ce que vous aviez écrit, je crois, sur le gros outil d'aide à la décision. Je crois que tu avais repris les phrases, hein, c'est ça? C'est ça. J'avais repris, oui, c'est ça. Oui, c'est Marielle qui nous avait donné cette idée de… Et là, si on se met en situation, la patiente, elle dit ah bon, pas tous, mais alors, en fait, il y en a combien qu'elle ne détecte pas? Pas tous, et les cancers d'intervalle ne sont pas détectés. Mais après, il faut dérouler, quoi. Hein, il faut dérouler le truc. D'accord. En revanche, le troisième point, là, en quoi ça constitue un avantage de la mammodépistage de dire que les progrès sont surtout attribués à de meilleurs traitements? Non, Pardon, je retire ma question. Non, c'est ça. Elle est juste, cette question. Non, elle est juste, mais bon, après, cette partie avantage, c'est vraiment un vrai casse-tête. Hein. On a beaucoup réfléchi avec les copains quand on a fait l'OAD initial, parce que justement, les études scientifiques modernes et récentes n'arrivent plus à isoler, le dépistage n'arrive plus à prouver un avantage certain. Donc, si on veut être vraiment absolument objectif, il faudrait marquer il n'y a pas d'avantage, ça ne sert à rien, arrêtez de dépister. Bon, alors voilà, donc au lieu d'être aussi braqué, on a essayé de faire en sorte que celles qui choisissent de se faire dépister ne soient pas complètement sans argument, quoi. Alors, bon, on peut la changer, hein, cette diapo, mais je ne vois pas, franchement, là, il faudra me suivre. Je ne crois pas qu'on puisse descendre plus. En fait, c'est terrible parce que le seul avantage, enfin, du coup, bon, c'est un peu… L'avantage qui me vient en tête, c'est que si vous avez un cancer, vous ne serez pas stigmatisé comme un cancer chez une patiente qui ne se dépistait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous faites le dépistage. Pardon, en gros, si vous décidez de ne pas vous dépister et que vous avez un cancer, j'imagine qu'aujourd'hui, des femmes qui viennent avec un diagnostic de cancer du sein et qui n'ont pas fait le dépistage organisé se font peut-être un peu stigmatisés par les soignants. Non, mais on ne peut pas mettre ça, hein, c'est mais Enfin, en gros, l'avantage de se faire dépister, c'est finalement de rentrer dans le système, quoi, et de faire d'être une bonne patiente et de faire les choses comme… et voilà, bon bref. Non, mais c'était une remarque un peu à côté. Mais avec la souffrance de se dire, pour celles qui se sont fait dépister, ben, je me suis fait dépister, mais je suis quand même un cancer. Et la souffrance qu'il y a derrière, elle est violente, quoi. Oui, mais est-ce qu'elle n'est pas la même chez celles qui ne se sont pas fait dépister, qui se disent si ça se trouve, je me serais fait dépister, j'aurais été… Oui. Dans tous les cas, c'est pas génial. Cécile, oui. Pour que ce soit moins violent la première phrase, parce que moi, en tant que patiente, honnêtement, ça me rassure de savoir que ça peut détecter plutôt certains cancers. Mais à ce moment-là, on ne rajoute pas, mais pas tous, puisqu'on est dans la partie positive du message. Et on le dit après. D'accord. Les mammographies détectent plutôt certains cancers, ça n'a rien de négatif. Moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas. D'accord. Ouais, moi, je suis d'accord, mais pas tous. Ouais. J'enlève. Je suis d'accord aussi. Mais pas tous. Oui, parce que ça altère le côté positif qu'on vient de dire dans la phrase, quoi. Ça, il me semble. Hein. Après, moi, je le lis comme ça. Après, je le reçois comme ça. D'accord. Les mammographies détectent plutôt certains cancers, point. Oui, exact. D'accord. Bon, alors et après, si la patiente parle et pose des questions, ah bon, lesquels et autres, et là, après, avec le médecin, il peut y avoir un échange. Il y a un échange, et puis après, on peut partir sur d'autres slides, hein, en disant, la dame, je vais vous expliquer, voilà les autres slides. Bon, ça me va. Ouais, je suis d'accord. Ça me va. Ça vous va si je laisse quand même les deux dernières phrases? Oui. D'accord. Ok, ça marche. Alors après, bon, les inconvénients. Ouais, vous avez raison, hein, les inconvénients, ça s'impose tout seul dans la mesure où il y a déjà une diapo qui les liste. Donc, je pense inconsciemment, ça impose déjà à la femme, quand elle voit ça, de se dire, oh purée, il y a quand même un loup dans le
Donc, il y a tout ça. Donc, effectivement, on peut se passer de cette diapo 3 qui enfonçait un peu le clou. Là, ça me paraît évident, tu vois, quand on revoit l'outil, je me dis, quand j'étais une femme X, Madame Dupont, je vois la slide 5, je me dis, aïe, 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 c'est pas aussi rose, quoi. Et en même temps, à vrai dire, moins les personnes qui sont en bonne santé, mais les gens qui ont déjà une maladie chronique ou quoi, quand on ouvre une boîte de médicaments, on a l'habitude d'avoir des inconvénients et des effets Ouais, secondaires beaucoup plus importants que les bénéfices. Hein. c'est ça, c'est ça. Donc, ouais, d'accord, oui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je la trouve. Mais je sais pas pour. Moi, je ne sais pas pour les médecins généralistes, mais pour moi, cette diapo, elle est très importante parce que avant d'avoir vu ça comme ça, j'avais jamais pensé les inconvénients en 5 chapitres. Et je trouve que c'est intéressant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup apporté cette diapo. Ouais, je pense que c'est une diapo charnière qui est un peu l'analogue du visuel à point. Quand vous regardez la partie avec dépistage et sans dépistage, vous voyez tout de suite dans les visuels à point que la partie avec dépistage, il se passe des trucs. Et là, la diapo le rappelle, quoi. Donc, bon, si tout le monde est d'accord. Ah, celle-là, elle est très bien. En plus, elle est très bien parce que moi, je suis en train d'imaginer qu'on peut très bien, au cours d'une consultation, on n'a pas trop le temps, s'arrêter là, répondre peut-être aux questions qui viendraient juste sur cette diapo et dire à la personne qu'elle pourra trouver plus d'informations dans la suite et qu'on peut en parler la prochaine fois. Ouais. On va la laisser comme ça. Pareil bien. Ça marche. Et même aussi, enfin, même si on peut revenir sur cette diapositive, donc moi, je redis que pour la formation, les médecins, ils sont vraiment formés à faire du bien aux patients, mais ils ne sont pas beaucoup formés à ne pas faire du mal. Et en fait, le fait d'être confronté à cette diapositive, pour le médecin, c'est de se dire, attention, je peux faire du mal à cette femme. C'est quand même ça, pour moi, primum non nocere, c'est le premier pilier de l'éthique médicale. Et c'est celui sur lequel on reçoit le moins de formation. Parce que ça s'appelle primum. Ouais, primum non, exactement. Et c'est d'ailleurs, ça s'appelle primum et on devrait mettre ça en avant parce qu'on parle beaucoup de bienfaisance et souvent on confond la bienfaisance et la non-malfaisance. Et ça, c'est vraiment le premier pilier, celui de la non-malfaisance et d'être confronté à ça, que le médecin, quand il va expliquer ça à quelqu'un, puisqu'on sait que le meilleur apprentissage pour les médecins, c'est d'être enseignant. Et donc, je pense qu'au moment où le médecin est enseignant de son patient, c'est là où il va peut-être un jour se rendre compte à quel point il peut être toxique. Et je crois que c'est vraiment intéressant. Non, c'est clair. Donc ensuite, on aborde le premier inconvénient annoncé, donc les fausses alertes. C'est important parce que c'est vraiment en termes de fréquence, c'est le premier inconvénient. En termes d'importance, ça sera le surdiagnostic. Mais en termes de fréquence, c'est vraiment les fausses alertes. C'est quelque chose, comme je fais du dépistage, c'est quelque chose qu'on voit quotidiennement. C'est-à-dire une image suspecte qui ne s'avère pas en être une. Voilà, donc elles sont fréquentes, susceptibles de générer de l'angoisse, ça c'est sûr. Il y a une image donc, qui simule un cancer. 9 tumeurs suspectes sur 10 à la mammographie ne sont pas des cancers après des examens complémentaires, voire des biopsies. Voilà, donc quand on va plus loin, quand on a ces images suspectes, qu'on va plus loin, on fait des biopsies, la très très grande majorité des cas, les biopsies reviennent négatives. Voilà. Et d'ailleurs, sur le tableau Cochrane, on va voir que sur cette référence Cochrane, donc on a pour 2000 femmes dépistées, on a 720 fausses alertes. C'est-à-dire, en gros, c'est à peu près une personne sur 3 pendant la période là qui est étudiée, c'est 10 ans de dépistage. Donc, on a quand même le tiers des femmes qui vont subir ce moment d'angoisse, en fait. Et parfois, plusieurs fois, chez la même femme, durant, pour un peu que les seins soient complexes à analyser, une même femme peut avoir l'expérience d'une fausse alerte pendant plusieurs fois lors de son parcours de dépisté. Alors, est-ce que ça vous paraît clair Est-ce que, Cécile, c'est correct de parler de tumeurs suspectes?
Est-ce que c'est forcément une tumeur? Est-ce que c'est pas une image suspecte? Image, c'est image, il faut noter. On peut mettre image. Alors, Oui. attends, c'est la diapo 6. Hein, oui, la diapo 6. Diapo 6. J'enlève tumeur et je mets image. Oui. Ouais, parce que tumeur, c'est à la fois des lésions bénignes ou des lésions malignes, mais là, ça fait un peu. C'est une subtilité. J'imagine qu'il y a certaines images qui ne sont même pas des tumeurs, non? Qui sont Oui, juste... c'est ça. Ouais, c'est vrai. Oui, ouais, qui sont juste là. Ouais. Tu peux enlever peut-être, il y a une image qui simule un cancer, puisque c'est 9 images suspectes. Voilà, je pense que tu peux enlever la deuxième phrase. Alors moi, juste au contraire, je me demandais si on ne disait pas la première. Ah. En gros, là, la patiente, la fausse alerte, elle ne va pas comprendre tout de suite de quoi on est en train de lui parler. Et puis après, il faut lui dire, ça, c'est quand on vous dit, il y a quelque chose sur la mammo, en fait. Mais du coup, bon, moi, je me posais la question, ouais, plutôt d'enlever la première si phrase. Mais en fait, si j'intervertis, c'est-à-dire que je mets la deuxième image d'abord. Oui. Il y a une image qui simule un cancer. La situation est très fréquente, susceptible de générer de l'angoisse. Oui, mais en fait, la situation est très fréquente, tu le dis tu dis 9 sur 10. Donc là, on a compris que c'était très fréquent. Donc, et ce que ça génère de l'angoisse, on le voit sur le dessin. Donc en fait. Alors j'enlève la. Non, je fais un. Ou tu reverses? On peut garder que la troisième à ce moment-là. Ah non, il faut expliquer ce que c'est. Non, la deuxième, elle a son intérêt. Hein. Oui, la deuxième a son intérêt. Il faut expliquer que c'est une image qui simule un cancer. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là? Non, moi je laisse. Moi en fait, ouais. Moi je laisserai comme ça, je crois. À part. Sauf tumeur que je change avec image. Oui. Okay. Et la première idée, tu peux la mettre en conclusion des 3 éventuellement. Hein. La première, pardon? Ben oui, ces fausses alertes sont fréquentes et susceptibles de générer de l'angoisse parce que ça, tu le dis, tu peux le mettre en dessous après avoir chiffré le. Donc ouais. La première phrase. La mettre en conclusion, quoi. En dernier. Je sais pas. Ouais. Non. Ouais. Oui. Moi, j'ai l'impression que les fausses alertes, c'est pour dire. Moi, je laisserais comme ça, finalement. Ah ouais? La pauvre Cécile. Moi, j'enlèverais. Les tumeurs suspectes, ça parle bien aux femmes aussi. Hein. C'est vrai que ça leur parle bien. Pour avoir vécu une fausse alerte, c'était une tumeur suspecte que j'avais, qui n'était pas finalement. Enfin, je ne sais pas. Une image. Bon, image, ok. Moi, ça me rappelle que pendant 5 ans, j'ai été dans un groupe éthique dans un grand hôpital parisien et que beaucoup de cas, c'était justement des problèmes d'interprétation d'image. Bah oui. Moi, ça me parle d'utiliser des mots qui sont une image simule. Et donc, derrière, on ne peut pas dire que c'est une tumeur suspecte, c'est une image. Oui. Oui, ça oui. Ah, ok. D'accord. Donc, pour résumer, donc ça, de toute façon, je change en image. On est d'accord? Et c'est tout. Et c'est tout? Je laisse comme ça là? Oui, ça va. Ok, d'accord. Alors, on arrive au cœur du problème le plus important, hein, ça c'est le surdiagnostic. Alors, c'est difficile à résumer le surdiagnostic, les enfants, hein, c'est dur. Hein. Donc, je vais donner la définition. Parce que le surdiagnostic, c'est la moitié du livre de Bernard Dupéré. Hein, donc, pour vous dire. Alors, pour résumer, donc, on a mis la définition. Ce sont des cancers inoffensifs. Ce sont des cancers, mais qui sont inoffensifs, qui ne se développent donc pas pendant la vie de la patiente. Leur découverte peut provoquer de l'angoisse et entraîne de façon inutile des traitements avec des effets indésirables personnels et familiaux, médico-sociaux pour la patiente, ses proches et sa descendance. C'est donc une détection précoce inutile. Certains cancers sont à évolution lente, d'autres n'évoluent pas du tout. La patiente est alors pseudo-malade, plusieurs années à l'avance, sans bénéfice sur sa santé. Tu peux même rajouter en fait qu'il y a familiaux, médico-sociaux. Ah oui, médico-sociaux. Oui. On l'a mis, médico-sociaux. Ça peut être socio-professionnel aussi. Hein. Personnels, familiaux, médico-sociaux. Ouais, ça s'entend, non, dans sociaux, non. Je pensais que le professionnel était dedans, parce que le médico-sociaux, c'est économique aussi. Après, dites-vous bien que le détail, quand vous allez sur le QR code de la fin, là, vous tombez sur une page qui dit, vous verrez, faites-le quand vous serez à la maison, vous allez voir, on a fait une page entière avec tous les inconvénients détaillés.
Donc la femme, elle va tomber dessus, quoi. Hein. Mais je peux rajouter des choses. Hein. Non, moi je trouve ça assez clair. Ça va comme ça. Après, je pense qu'il y a des choses qu'on peut aussi dire en consultation sans que ce soit noté pour autant sur la fiche, parce qu'à part la surchargée, Ouais. Elle est déjà lourde. Hein. Oui. Elle est déjà lourde. Bon, si vous êtes d'accord, on valide comme ça? Peut-être juste parce que tu as écrit effets indésirables personnels et familiaux et ses proches, peut-être tu peux enlever et familiaux, ça ferait un peu moins. Personnels, médico-sociaux pour la patiente, ses proches et ça fait 2 mots de moins. Attends, j'enlève quoi? Et familiaux, tu enlèves effets indésirables personnels, médico-sociaux pour la patiente, ses proches et voilà. Ah d'accord. Donc ou alors même, on peut presque enlever personnel et familiaux, effets indésirables médico-sociaux pour la patiente, ça voudrait dire personnel, ses proches et sa descendance, ce qui veut dire familiaux. Donc on peut peut-être enlever personnel et familiaux, ça fait un petit peu moins. Ouais. Oui, médico-sociaux pour la patiente. Ça soulage un peu la diapo. Oui, puisque c'est redondant avec proche et patient, descendant. proche et descendant. D'accord, donc j'enlèverai ça, personnel et familial. Okay. D'accord. D'accord. Alors, la diapo 8, moi je l'aime bien parce qu'elle elle scénarise, c'est-à-dire elle vous propose 3 situations que vous pouvez rencontrer. Donc, le scénario 1, sans dépistage, et Madame Quinca qui est porteuse donc, de ce qui pourrait être un surdiagnostic. Donc, comme elle ne se fait pas dépister, elle a une vie qui est bien, elle décède d'un infarctus. Le scénario 2, elle est porteuse de ce qui va être un surdiagnostic. Et donc, voilà les conséquences possibles, mais sans raccourcissement de sa vie. Alors que, donc, elle subit un surtraitement, mais sans que la durée de vie soit impactée. Et le scénario 3, donc le pire, où elle fait une complication létale du surtraitement. Et là, sa vie est amputée. Hein. Sa vie est raccourcie. Alors, ça peut alourdir, mais dans le scénario 2, je mettrai cancer détecté, traité, et il est possible que Madame Quinca reste perpétuellement anxieuse, déprimée et cesse ses activités. Mais je le mettrai quand même, voilà, j'évoque la possibilité, mais c'est quand même pas du 100%. Il y a aussi des femmes qui sont soignées, guéries, et puis qui oublient, qui passent à autre chose. Alors, donc, ça serait, qu'est-ce que je dois faire là? Alors, le scénario 2, cancer détecté, traité. Donc, voilà, ça c'est bon. Et ensuite, il est possible, ou une autre formulation, que Madame Quinca reste perpétuellement anxieuse, déprimée et cesse ses activités. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Dans le cas-là, il faut. Voilà, c'est pas une obligation. Dans ces cas-là, il faut mettre une hypothèse sur tous les scénarios. Oui, hypothèse. Ouais. Voilà, hypothèse. C'est pas non plus du 100%. C'est pour ça que ça peut alourdir un peu, mais le formuler de façon de pas. Et surtout que si tu mets une hypothèse sur un scénario, il faut le mettre sur tous. Tu peux pas. Là il faudra dire il est possible que Mme Quinca fasse une phlébite. Voilà, oui, parce que ce sont des scénarios. Oui, tout à fait. Il peut y en avoir d'autres. Par contre, point de vue graphiste, moi, comme ça, je penserais plus à mettre des couleurs, en fait, genre du feu tricolore, quoi. Vert, orange et rouge. D'accord. Parce que ça parle au plus grand nombre, en fait. Vert, orange et rouge. Ok. C'est moi, hein, on n'est pas obligé de le faire. Hein. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Toi. Le code couleur, quoi. On change le code couleur, oui, il serait. Oui, d'accord, oui. Ouais. Moi, j'ai une autre suggestion, alors qui rentre peut-être pas dans le surdiagnostic, mais ce serait un scénario 4 où en fait, est-ce qu'on peut pas se poser la question de Madame Quinca qui en fait finalement à 70 ans, elle palpe une masse et en fait le dépistage ne l'aurait pas finalement aidé plus que ça et au final elle consulte. Je ne sais pas si c'était clair. Je réfléchis là. Attends, ça, c'est pas le chapitre du surdiagnostic.
Non, non, ça rentre pas dans le surdiagnostic, Non, mais je trouve que la présentation sous forme de scénario, c'est assez parlant, même en salle d'attente, même à proposer aux patientes, et leur proposer aussi la situation où effectivement elles s'examinent, elles s'auto-examinent, elles consultent et on la prend en charge dans des bons délais malgré le fait qu'elle n'ait pas eu de dépistage. Ouais. Oui, mais sauf que là, justement, moi, je voulais en parler parce que ça a été évoqué. En fait, on ne sait pas très bien, même si l'autopalpation est réellement bénéfique. Enfin, il me semble qu'on était arrivé à cette conclusion-là, hein, quand on essayait quand même de trouver comment pouvons-nous faire quelque chose. En fait, rien n'est prouvé. Donc, ça peut peut-être aussi introduire un doute dans la tête des patientes sur cette autopalpation qui est aussi hyper anxiogène. Et tu nous as pas dit, il me semble, Cécile, que l'OMS avait conseillé ça dans les pays de l'Est, là, les pays où il y avait une moins bonne couverture. Oui, oui, elle a. Est-ce que l'OMS conseille, c'est pas faire de l'autopalpation systématique, hein, ça s'appelle le diagnostic clinique précoce. Le diagnostic clinique précoce, ça veut dire de faire en sorte dans ces pays-là que les femmes qui ont trouvé quelque chose soient incitées à consulter, parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas qu'il faut consulter, qu'elles soient incitées à consulter et qu'elles arrivent à trouver un circuit médical qui les prenne en charge rapidement et tout de suite. Ça s'appelle le diagnostic clinique précoce. Donc, on se passe de la mammo, mais dès que vous avez faire comprendre par des campagnes que dès que vous avez un symptôme clinique, vous n'hésitez pas, vous allez consulter en hôpital et qu'on facilite l'accès à ces femmes qui sont symptomatiques. C'est ça que l'OMS a dit. Et il faut rappeler que là, il s'agit d'un outil de dépistage. Qu'est-ce que ça veut dire? Le dépistage, c'est que la personne n'a pas de symptômes. Donc, toute personne qui a un symptôme, ça ne fait plus partie de cet outil. Oui, c'est ça, ça va être hors sujet. Ça va être hors sujet, là. De la consultation. Oui. Mais Cécile, tu le précises. Il faudra peut-être le rappeler ou à la fin ou au début. Ça a été rappelé, parce qu'à la fin… C'est là, quel que soit voilà. les personnes qui participent ou pas, il vous faut consulter en cas d'apparition. Oui, tout à fait. Oui. Superbe. Superbe. Ouais, tout à la fin, c'est bien. On est hors sujet. Je vais changer. Oui, pardon. Je veux bien, quand même, la remarque de Sandrine me paraissait quand même pertinente parce que, enfin, voilà, comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas qu'on verse dans l'excès opposé. Et effectivement, Madame Quinca, qui s'est fait opérer de son cancer, peut vivre tout à fait bien. On n'en sait rien en réalité. Et moi, je trouve intéressant peut-être sur la colonne de droite qu'on laisse exactement la même phrase, c'est-à-dire que décède à 85 ans d'un infarctus dans la première et dans le deuxième scénario, et on enlève les 33 ans de préjudice physique et psychologique. On peut laisser dans la case qu'elle déprime, enfin ça, mais ça c'est à chacune de dire, enfin chaque femme vit différemment cette expérience de vie-là. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de dire en fait à l'arrivée, la conclusion est la même, quoi. Elle décède quand même à 85 ans d'un infarctus. Après, on ne sait pas si elle a eu 33 ans. On lui calque un peu enfin, je veux dire, non, peut-être qu'elle n'a pas eu 33 ans de préjudice physique et psychologique, on n'en sait rien. Donc, moi, je serais assez favorable à enlever cette phrase-là. On peut laisser des primes, ou c'est quelque chose qu'on peut dire oralement, où chaque femme peut dire, ah ben moi, à la place dans le scénario 2, je me sentirais comme ci ou comme ça. En fait, c'est exactement de ça dont on est en train de parler. En fait, là, on est au cœur de la question, c'est-à-dire, est-ce que les femmes préfèrent être dans le scénario 1, dans le scénario 2 je crois qu'on est au cœur, vraiment, on est au cœur de la question. J'ai l'impression que tout ce là est… Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui, moi j'enlèverais celle du milieu. Enfin, je garderai… oui, voilà, j'enlèverai les phrases du milieu, les 3 phrases. Et en fait, dans le jaune, je mettrais étiqueté cancer du sein 33 ans auparavant, enfin quelque chose comme ça. Donc, c'est compliqué là. Et pourquoi il y aurait… Oui. Après, il peut y avoir 4 scénarios aussi. 4 scénarios, je crois. Ou alors, décès à 85 ans d'un infarctus sans cancer du sein avéré et décède à 85 ans d'un infarctus ayant eu un cancer du sein. Voilà. Et le troisième décède d'une complication du traitement, simplement. Ouais, elle a peut-être raison, Pascal. Le plus simple, c'est peut-être de simplement le laisser en état et de rajouter un 4e scénario, mais c'est vrai que ça alourdit. Ou alors, comme disait notre collègue, excuse-moi, c'est Gaëlle, je crois,
retirer 33 ans de préjudice physique et psychologique, et puis ça laisse à chacune peut se projeter voilà, comme elle l'entend. Parce que c'est vrai que là, encore une fois, ça a été dit au début, c'est vraiment laisser le libre choix à la patiente. Et là, en réalité, on ne lui laisse plus vraiment de... Enfin, effectivement, on passe dans l'effet inverse. Où on dit, effectivement, si tu fais une mammo, ça ne va pas aller du tout. Hein. C'est une situation qui existe. Hein. Ah oui, non, tout à fait. C'est pas ça. Mais ça, tout à fait, complètement. Je le vois, hein, ça c'est des patientes qui sont sous anxiolytiques toute leur vie. Bien sûr, mais c'est pas 100% non plus des patientes. Non, mais c'est pas 100% non plus. Un scénario, c'est pas 100%. Hein, voilà. Ou alors régulier, quoi. Scénario, hein, c'est. Oui. Rajouter un 4e scénario, c'est peut-être encore le plus cohérent. Moi, je ne rajouterais pas le 4e scénario. Non, moi, mais ça alourdit, quoi. Oui. Il faut peut-être retravailler cette diapositive. On va réfléchir à la diapo. Et qu'en pensent les non-professionnels de santé là, qui sont présents parce que... Je vais donner mon avis. En fait, il y a un visuel similaire sur un site australien que Cécile, elle connaît bien, d'Alexandra Bharat en Australie, Wiser Healthcare. Et c'est pareil, ils présentent les mêmes scénarios. Enfin, ce n'est pas tout à fait les mêmes. On peut peut-être regarder un peu ce qu'ils ont fait et voir si on peut optimiser. J'étais inspirée de ça. Choisir, il l'avait repris aussi. Donc, Choisir, donc je m'étais basée, on s'était basé un peu là-dessus. Dans un autre contexte, personnellement, j'ai fait ma déclaration d'impôt samedi dernier et puis il y a cet exemple-là. Il y a monsieur machin, madame truc, ça ne concerne pas tout le monde, c'est un cas, c'est un exemple de cas. Et voilà, moi je ne rentre pas dans les cas et je l'ai pris comme un exemple spécifique pour essayer d'illustrer comment on utilise, comment on paye nos impôts et comment c'est utilisé. Mais... Et là, c'est pour illustrer le surdiagnostic, ce n'est pas pour illustrer les cas heureux, les avantages, en fait. C'est une définition ludique du surdiagnostic pour moi. Ah oui, c'est ça qu'on fait. C'est ça, il faut lire le titre, en fait. Ce n'est pas pour présenter les avantages et les inconvénients. Alors, peut-être à la place de mettre scénario 1, 2 et 3, mettre exemple 1, exemple 2, exemple 3. Et on ouvre, voilà, c'est parce que là, j'ai l'impression, enfin, je sais pas, moi, je le perçois comme ça, qu'on referme un petit peu en mettant 3 types de scénarios et on referme un petit peu là-dessus. Mais exemple, voilà, c'est encore plus parlant parce que ça veut dire qu'il peut y en avoir effectivement plein d'autres exemples. Enfin, là, ça, je sais pas ce que vous en pensez. Et moi, si c'est le cas, j'ajouterais en bas, en petit, ces exemples sont des cas réels. Tout à fait. Des cas réels, oui. Enfin, moi, je trouve pas ça choquant. Hein. On sait dans quoi on est. On peut pas faire non plus de l'angélisme. Tous les patients sont quand même capables d'entendre un certain nombre de choses. En tout cas, il y en a. Là, on est quand même dans une campagne où on est venu consulter le médecin, où on discute avec lui à propos du dépistage du cancer du sein. On n'est pas venu pour faire autre chose, quoi. Donc, moi, je sais pas. Moi, ça me gêne pas que ce soit écrit comme ça. D'accord, c'est le plus important. Pour moi, ça répond au titre, en fait, conséquences du surdiagnostic, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Conséquences possibles du surdiagnostic. Non, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est en train de parler d'effets indésirables, on sait qu'on va parler de choses où ça ne se passe pas bien. C'est vrai. Bon, allez, on laisse comme ça, c'est bien. À réfléchir, à travailler un peu pour voir dans le défilé des diapos ce que ça... Tu pourrais presque mettre un 4e exemple, mais vide, pour que chacun puisse mettre son... Scénario 4, écrit son scénario, oui. Votre scénario, de pointillés. Et ça laisse la place à ce que disait tout à l'heure... ça c'est positif, ça. Son prénom... celle qui est sous l'intitulé Manon, c'est-à-dire Johanna. Voilà. Johanna, excuse-moi d'oublier le prénom, mais ça répond un peu presque à ça, quoi. C'est-à-dire, en fait, les personnes, elles viennent, elles vont se dépister parce qu'elles ont connu quelqu'un dans leur histoire personnelle. Mais je crois que oui, c'est le scénario 4 de mettre par exemple votre scénario, puis point d'interrogation, des pointillés.
C'est-à-dire que vous pouvez suivre, c'est une bonne idée, vous pouvez avoir un parcours tout à fait différent. Ça, c'est possible, si je vais garder cette idée. Parce que ça peut entrer en discussion, justement, dans la relation avec un patient. Ça, oui. Je crois qu'on va vaguement ça. À ce moment-là, on peut juste rajouter conséquences possibles du surdiagnostic au début, puisque après, on donne des exemples, quoi, c'est tout. Mais je sais pas. Conséquences possibles. Ça alourdit à chaque fois. Ouais, c'est ça, hein, c'est toujours Et c'est vrai que cette diapo, moi je l'ai trouvée bizarre. Moi quand j'ai vu, je comprends très bien le contenu et je trouve que c'est hyper intéressant, mais elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc, elle n'est pas pareille que les autres, on est dans de l'exemple et pas dans du factuel. Enfin je sais pas, il y a un truc qui détonne un peu des autres, mais... je l'enlève. Non, parce que qu'elle est intéressante. Super intéressante, ouais, mais il y a un truc qui... elle m'a fait une drôle d'impression. Quand je suis arrivée dessus, je me suis dit, tiens, c'est quoi? Est-ce qu'on parle du truc d'avant avec des exemples? Enfin, il faudrait qu'on retravaille cette diapo, je pense. Bon, on va réfléchir. Ouais, conséquences possibles, c'est pas mal. Hein. Ça ouvre un peu et puis pourquoi pas un scénario 4 avec des pointillés. Ouais, ça me parle bien, là, le scénario 4. Hein. Et on va déjà voir ce que ça donne en mettant conséquences possibles. Faire un code couleur et puis faire votre scénario. On va essayer ça. Hein. En plus, c'est hyper... Ah ouais, je reviens parce que c'est un peu bizarre quand même. Conséquence du surdiagnostic avec un scénario sans dépistage. Donc, s'il n'y a pas de dépistage, il n'y a pas de surdiagnostic. C'est pour ça que ça ne correspond pas en fait. Là, on n'est pas vraiment dans le conséquence du surdiagnostic quand on fait scénario sans dépistage. Oui, tout à l'heure, j'allais faire la réflexion, il faut virer le scénario 1, mais si on le vire, d'un autre côté, on ne comprend plus non plus. Non, parce qu'après, vous verrez, il y a le visuel, il y a avec et sans. Donc, là, il y a un malaise. Il faut la reprendre. En fait. Il faudrait presque le faire après, inverser les deux diapos, en fait. Ou alors, on la met ailleurs. On la met derrière la 11. Il faut l'intituler autrement, effectivement. Parce que, Bon, elle coupe un peu le... Ouais, d'accord. Bon, la diapo 8, on va la recaser peut-être ailleurs. Pour réfléchir. Cécile, parce que je ne sais pas si tu en parles après, mais parce que dans le surdiagnostic, dans la définition du surdiagnostic, il y a quand même une question que les femmes se posent quand on leur explique ce que c'est qu'un surdiagnostic. C'est est-ce que... En fait, c'est de dire quand même qu'on n'a aucun moyen avec au jour d'aujourd'hui de savoir quels sont les cancers qui vont évoluer et ceux qui ne vont pas évoluer. Non, ça manque pas un peu dans l'explication. Peut-être c'est un truc qu'on peut dire oralement, mais j'ai l'impression que dans la diapo 7, dans la 7, la précédente. Ce que je veux dire, parce qu'effectivement, je trouve que ça, ah oui, d'accord, effectivement, c'est clair. En fait, la solution, ça serait, tu vois, c'est-à-dire j'ai l'impression que la question qui risque de se poser à la lecture de cette diapo, c'est ah oui, mais alors du coup, comment on fait pour savoir ceux qui vont évoluer, ceux qui ne vont pas évoluer? Mais on ne le sait pas, c'est ça la loterie. Mais oui, non mais nous on le sait. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Est-ce qu'il n'y a pas une petite phrase qui manquerait de dire en fait on n'a pas de parce que peut-être que c'est ça l'avenir aussi, c'est qu'un jour on pourra peut-être savoir différencier ceux qui seront d'évolution rapide et ceux qui ne le seront pas. C'était un peu l'étude où on surveillait, il y avait aussi cette étude où on surveillait le développement des cancers, c'est-à-dire on n'opérait pas les cancers de suite. Je crois qu'il y a quand même eu des études sur ça. Des études en cours là, sur l'in situ. La surveillance active. Voilà, surveillance active. Et il y a aussi, par rapport à ce que dit Gaëlle, là, dans le chapitre détection précoce, certains cancers d'autres n'évoluent pas du tout, mais on ne sait pas, il faudrait rajouter, on ne sait pas lesquels, on ne sait pas les différences, on ne sait pas les... à ce jour. Les distinguer, on ne sait pas les distinguer. Nous n'avons aucun moyen à ce jour de les distinguer. Et en fait, ce que tu avais dit surtout, Cécile, c'est la problématique, c'est dès qu'on rentre dans le dépistage, c'est fini. Parce que le jour où on fait un dépistage et qu'on trouve une image et que c'est un cancer, à ce moment-là, on doit se faire soigner. Et donc, c'est ça la problématique. C'est d'expliquer que si on fait le dépistage, on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est ça la problématique, en fait.
Est-ce qu'il faut le dire, ça, quelque part Alors, peut-être, mais c'est très compliqué comme notion, en fait. Là, oui, je vous dis. Parce que le surdiagnostic, ce n'est pas une notion clinique, c'est une notion de résultat d'autopsie et épidémiologique. Donc, c'est ça la problématique. Bon, ben, je rajouterai, on n'a aucun moyen de distinguer. Mais ce qui doit faire réfléchir l'accès la prise de décision du dépistage. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Et en fait, ouais, je sais, ça me paraissait bizarre parce qu'en fait, la phrase "la patiente est alors malade plusieurs années à l'avance sans bénéfice sur sa santé", c'est un peu ce qui est dit dans la diapo suivante, en fait. Ben, c'est ça, oui. Donc cette phrase-là, soit on l'enlève, vu qu'on va carrément développer cette idée-là dans une diapo dédiée. Tu vois, si on veut alléger pour rajouter le fait qu'on ne peut pas les différencier. Je sais pas, moi j'ai l'impression instinctivement que c'est la question que vont poser les femmes directes, quoi. On va leur dire, en fait, il y a certains cancers qui ne vont jamais parler, enfin, on aurait pu ne pas diagnostiquer. Ah bon, alors ouais, mais nous on peut savoir comment faire la différence. Donc je pense que ça soit écrit. D'accord avec Gaëlle. C'est mieux. Comme on l'a sur la diapo suivante, il ne faut pas la mettre sur cette diapo. Ou alors l'inverse, ne pas mettre les 3 scénarios, garder juste ça. Ou alors, ouais. Moi, j'aurais les 3 scénarios, je trouve que c'est très compliqué. On n'aura jamais le temps. Je ne crois pas que dans une consultation, dans un petit outil, je ne crois pas qu'on puisse parler de ces 3 cas cliniques. Moi, c'est ce qui m'avait gêné dans l'outil. C'était la complexité des 3 cas cliniques de Madame Quinca et peut-être de garder Par contre, dans les liens, parce qu'en fait, ces 3 cas cliniques, il y a un super joli texte de Jadot, la blogueuse, la médecin blogueuse, qui est exactement ça. Elle le fait sous une forme plus littéraire, enfin, ça doit être une page ou 2. Donc ça, à la limite, si on a envie de donner le lien à une patiente ou lui imprimer. Tu peux peut-être nous en... texte, vous l'avez en tête tu penses que en fait, les 3 scénarios, ça demande que toi, tu les expliques à une patiente? Moi, je pense pas. Je pense que c'est assez clair pour la majorité des personnes. Là, c'est, tu vois, ça donne des exemples précis qui te permettent enfin moi, qui me permettrait, si j'étais une femme, de me situer de là où je suis plus sécure, quoi. Ça peut donner lieu d'échange. Il n'y a pas besoin d'expliquer cette diapositive pour la majorité des personnes, à mon avis. Je n'ai pas encore vu l'ensemble des diapos, mais peut-être qu'il y prendra tout à fait sa place un peu plus loin. Oui, peut-être. Ou alors... Pour les différents inconvénients, on n'a qu'un slide de texte. Là, celui-là, il arrive en support du précédent, donc on peut l'enlever aussi. Enfin, moi, ceci dit, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas du tout. Ce sont jamais que des scénarios. Oui, c'est ça. Oui, ou alors on peut le mettre plus loin avec différents exemples de prise en charge. Voilà, puisque effectivement, le scénario 1, on n'est pas dans le surdiagnostic, on est dans le hors-dépistage. Voilà, encore une fois, je n'ai pas vu encore les diapos suivantes. Donc, on la laisse en suspens, on regarde le reste et puis on revient après dessus si vous voulez. Alors, celle d'après, donc je suis la chronologie, c'est la radiotoxicité. Bon, ça, ce n'est pas très compliqué. Donc, on ne connaît pas le nombre exact des cancers provoqués par les rayons X des mammographies. Mais plus on est jeune, plus on fait de mammographie, plus on fait de clichés par mammographie, plus le risque augmente. Voilà, les mammographies, ce ne sont pas des photos de vacances. Rien à dire. Bon, très bien. Très belle caricature. On passe. Allez, hop là, boum. Donc, les faux négatifs. Les faux négatifs, donc c'est une mammographie normale qui rassure à tort la patiente. Un cancer peut apparaître juste après une mammographie normale. Donc, nécessité de consulter s'il y a des symptômes cliniques qui apparaissent entre 2 mammographies. Donc là c'est dit et c'est encore répété à la fin. Donc, je pense que là… il n'y a pas de souci. Je crois que c'est assez clair. Il n'y a pas trop de… Bon. Voilà. Et donc, tout ça, toutes ces choses-là sont résumées donc,
dans le visuel à point dont je vous parlais dans mon petit diaporama, là, le visuel à point qui fait partie de ce qu'on appelle les fact box, hein, les boîtes d'évidence, les boîtes de faits, avec les pictogrammes, la situation sans dépistage, la situation avec dépistage. Donc l'avantage, c'est qu'on a mis le nombre de morts qu'on peut trouver quand on ne fait pas de dépistage, le nombre de décès qu'on trouve statistiquement avec dépistage. On voit que la différence, ce n'est pas énorme. Et que ces deux morts qui sont récupérées, entre guillemets, par le fait de s'être fait dépister, peuvent être perdues dans un surdiagnostic, un surtraitement. Bon, les fausses alertes, alors là je ne vais pas trop argumenter dessus, c'est vraiment calculer s'il y a des gens qui ne sont pas trop d'accord, il faudrait m'écrire et puis on revoit ça avec le statisticien. Mais là c'est vraiment des calculs pointus qu'on a mis 1 an à faire, hein. C'était quelque chose. Hein. C'était bon, sur la base de l'épidémiologie française disponible. Voilà. Est-ce que vous avez publié avec ce tableau? Vous avez fait une publication? Non, on n'a pas fait de publication, hein, c'est intégré dans notre outil, mais ça pourrait, oui, ça pourrait faire l'objet d'une publication, oui. Oui. Non, on ne l'a pas publié officiellement, quoi. On l'a intégré dans l'outil. Hein, ça, c'est ce qu'on a trouvé, nous. Voilà. Donc là, rien à dire de spécial particulier, parce que le visuel, c'est compliqué à faire. Hein. C'était complexe, ça. Hein. Bon, c'est pas. Je veux dire, même si on n'a pas le temps d'en discuter longtemps avec la patiente, il y a 2 choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a 2 choses qu'on peut voir, la situation avec dépistage, la situation sans dépistage. Visuellement, même si on n'y comprend rien, on peut déjà voir et constater et se dire qu'au purée, avec le dépistage, ça gigote quand même plus que sans dépistage, quoi. Hein. Il se passe des trucs. On ne peut pas dire qu'avec un dépistage, la situation elle est nickel et voilà, on peut se reposer sur nos lauriers et puis on est tranquille. Non, là, visuellement, on voit bien que ce qu'on nous dit dans les slogans, que si vous vous êtes fait dépister et vous êtes tranquille, ce n'est pas tout à fait vrai. Ça a au moins cet avantage-là. On a l'impression que c'est exactement l'inverse. Voilà, même. Et donc, du coup, la dernière diapo pourrait rappeler que la loi Kouchner vient de fêter ses 20 ans et que donc l'important, c'est l'information, hein, information loyale sur les bénéfices et les risques du dépistage doit accompagner chaque femme au libre choix de réaliser ou pas une mammo. Ça, c'est une caricature à laquelle moi, je tiens toujours beaucoup, je l'avais mise dans le livre, que finalement, les statistiques, au bout du bout, on s'en fout un peu parce que pour la femme, ça sera 100% pour sa pomme. Et donc, on répète en fond orange, quelle que soit votre décision, vous devez consulter en cas d'apparition des symptômes inhabituels ou d'anomalies au niveau des seins. Et là, je rajouterais presque une mammographie diagnostique pourra alors vous être proposée. Ah oui, d'accord. Parce que ce n'est pas un plaidoyer contre la mammo, c'est un plaidoyer contre le dépistage. Oui, ça c'est important. Ah oui, oui c'est vrai, beaucoup de femmes font la confusion. Hein. Moi aussi, hein. La première, oui. Je ne faisais pas de distinction entre mammographie, diagnostic et dépistage. Pour moi, c'était la même chose, en fait. On parlait de mammo, c'était… Oui, ça, je peux le rajouter. Ouais. Très bien. Ça me paraît même très bien, oui. Voilà. Et donc, en dernier, donc, il y a des liens pour aller plus loin. La loi Kouchner, le site… l'OAD, alors pour arriver à l'OAD complet, il y a le lien et il y a le QR code, avec toutes les pages qui s'en suivent. Hein. Le QR code amène à ces pages d'explication des données statistiques et l'explication des inconvénients et de la balance bénéfice-risque. Il y a le livre. Voilà, je répète encore, là, l'association Cancer Rose a publié un OAD exhaustif expliqué que vous pouvez scanner et télécharger. Voilà. Et presque, je mettrai la fameuse diapo qui est litigieuse, je la mettrai en avant-dernière page, donc à la place de la page nouvelle. Oui, je suis assez d'accord. Avec le 4e exemple à remplir si on veut. Voilà, différents exemples de prise en charge, tout simplement. Donc la diapo 8, je la mets entre la 12 et la 13, c'est ça?
Entre la, oui, entre la, oui, entre entre la 11 et la 12. Et pour les scientifiques, et pour les peu scientifiques qui ont lu ce document scientifique, ça sera la 11 et la 12 parce qu'on en a une qu'on élimine. Ouais. Attends, je ferai le calcul plus tard. Là. Bon, déjà, Tu la mets après la 11. Bon, je la mets après la 11. Ouais. Je la mets après la 11. Diapo 8. Après la 11, et puis qu'est-ce qu'on avait dit? Parce que finalement, ça illustre effectivement pour les non-scientifiques, ça illustre ce que dit la 11. Ouais, c'est bien ça. Ah ouais, c'est vrai ça. Non, c'est vrai, c'est logique. Et puis on mettrait conséquences possibles. Oui. Quatrième scénario, votre scénario numéro 4. Ah, d'accord. Ah, bah, Et je n'intitulerai pas conséquences du surdiagnostic, mais j'intitulerai plusieurs exemples de prise en charge ou un truc plus général, parce que là, on n'est pas que on est sur voilà, on est sur plusieurs scénarios possibles, tout simplement. Des scénarios, point de suspension peut-être. Des scénarios, point de suspension. Quelque chose comme ça. Bon, on va revoir. Ouais, Bon, on la mettra donc après la 11, on la met après le visuel. Oui. D'accord. Félicitations à tous et à toutes. Hein. Ben, merci, je vous remercie. Je fume, hein, mais c'est bien. Ben, merci, c'était très intéressant en tout cas, et effectivement, il y a beaucoup de travail. Ouais, c'est pas bravo, fini. bravo. Non, mais on veut quand même le terminer. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont intéressés à la voir. On est un peu dans les starting blocks. Je tâche de faire toutes ces modifications très rapidement, là, probablement ce week-end. Et puis on essaie quand même de l'envoyer. Et de le soumettre aux personnes qui étaient là, peut-être. Oui, je vous lecture. Ouais, on a tous vos mails. Luigi, tu sauras qui a participé. Peut-être c'est toi, puisque tu as envoyé les liens, je pense. Oui, donc j'ai une Pascal. Alors, moi, effectivement, je n'ai pas envoyé de mail, donc je vais envoyer ça. Peut-être les personnes qui sont là et qui, si vous pouvez envoyer votre mail à contact Cancer Rose, à l'adresse contact du site Cancer Rose. Voilà. Là, on continue à travailler ensemble, ouais. l'OAD. Vous êtes mon panel de travail. Voilà. Et puis, si vous avez l'occasion justement de tester la dernière version et de faire des retours ce serait intéressant de le tester avec des patients et de voir en vraie vie ce que ça donne en fait. Ouais. Et juste, je rappelle pour les quelques internes en médecine générale que si vous nous envoyez à l'adresse de Cancer Rose, en fait, une demande d'attestation, la Maison de la médecine et de la culture vous renverra une attestation pour des heures complémentaires. C'est 2 crédits complémentaires, en fait, pour cet événement. Ah, très bien, oui. Si vous pouvez avoir des retours du test sage-femme, ça serait super. Alors, Pascal Asler m'a dit qu'elle allait travailler les OAD avec les étudiants. C'est ça. Oui, c'est ce qu'elle a mis dans le chat. Elle a écrit. Oui, je trouve qu'il est extrêmement intéressant. Et puis, c'est une ouverture vraiment sur la clinique qu'on n'a pas encore à l'école. Et je pense qu'il faudrait vraiment en parler aux étudiants parce que ce sont des professionnels qui sont amenés à faire des suivis gynéco de prévention et à prescrire des mammographies. Donc, il faut vraiment leur parler de ce côté. On ne fait pas la mammographie n'importe quand, n'importe comment, on ne la prescrit pas n'importe comment. Et à l'hôpital Nord à Marseille, les mammographies de dépistage se font dès 48 ans. Et c'est pas normal. Et ça, c'est affolant. Enfin, moi, je l'ai testé. Quand je suis arrivée, on m'a dit « Comment? Tu n'as pas fait ta mammographie? Mais va vite, va vite !» Voilà, 48 ans. Chez nous, on le fait à cet âge-là. Donc, c'est hyper culpabilisant, en fait. Ouais. Et donc, internat. Mais Pascal, je tiens beaucoup à votre participation et vos retours parce que les sages-femmes, vous êtes hyper importantes dans la boucle là. Hyper importante, c'est capital. Mais je m'y attache, voilà. Merci beaucoup. Non, c'est vrai parce que moi je vois les patientes, elles vont de plus en plus voir des sages-femmes, de plus en plus. Et je vous le dis, je les y incite souvent parce qu'il y a une autre prise en charge beaucoup plus douce, beaucoup plus globale, beaucoup plus complète. Et je trouve qu'elles sont mieux entourées par
par la prise en charge des sages-femmes. Donc, pour moi, c'est vraiment hyper important. Oui, mais donc, et votre outil est justement très intéressant. Voilà, si on... Ouais, on va continuer. Donc, vous m'envoyez votre petit. Et en plus, je pense qu'il va être facile à utiliser. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc, vraiment, envoyez-moi vos mails, hein, qu'on puisse continuer. Oui. Comme a dit Luigi tout à l'heure, dans un mois, on va faire une séance sur la prévention quaternaire, c'est-à-dire la prévention de la surmédicalisation à partir des retours de Calgary. Et puis juste, moi en tant que gastroentérologue, donc j'ai beaucoup de gens qui viennent suite à une recherche de sang positif dans les selles, donc un hémoculte positif, qui viennent demander une coloscopie, ce qui est tout à fait normal. Et j'en profite pour faire une consultation générale de prévention où j'inclus l'information sur la mammographie de dépistage. Alors ça surprend les personnes, enfin les femmes, mais en tout cas j'estime qu'en tant que médecin, si on vient et même si je suis spécialiste, j'estime que je dois faire une consultation de dépistage général à ces personnes. Voilà. Tout à fait. Et je rappelle que pour le cancer de la prostate, donc le PSA en dépistage du cancer de la prostate, la recommandation, et donc ce qui est un petit peu en miroir avec la mammographie, la recommandation, c'est de ne pas faire de PSA depuis 2016. La recommandation de la HAS, c'est de ne plus dépister le cancer de la prostate. Donc, je dirais que sur ce sujet, les urologues sont en avance sur les gynécologues. Oui, sauf qu'ils continuent à en prescrire, hein, c'est un peu le problème. Oui, enfin, en tout cas pour ceux qui respectent les recommandations. Oui, c'est ça. Super, merci infiniment parce que là vraiment c'est super intéressant pour nous, pour avancer, c'est génial. Donc, merci beaucoup. Je m'y attelle. Merci pour tout et puis on se dit à très bientôt. Hein.